Depuis décembre 2020, Kouadio Konabertin est à la tête du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale en Côte d'Ivoire. Sa mission est d'unir, de rassembler les Ivoiriennes et les Ivoiriens autour de leur pays, qu'est la Côte d'Ivoire. Dans ce sens, il a rencontré la diaspora ivoirienne à Paris le 5 juin 2022 passé. Après donc cette rencontre, quel bilan peut-on faire de la réconciliation en Côte d'Ivoire et de la cohésion nationale? Quelles en sont les perspectives? Kouadio Konabertin nous reçoit aujourd'hui dans ses bureaux ici au plateau pour en parler. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous ici. C'est moi, oui. Alors, monsieur le ministre, vous étiez à Paris le 5 juin passé pour rencontrer la diaspora ivoirienne. Pourquoi cette rencontre? Bien, merci. Vous l'avez vous-même si bien introduit. Voilà 17 mois qu'il a plu au chef de l'État, à son Excellence M. Alassane Ouattara, de créer un ministère dédié spécifiquement à la réconciliation et à la cohésion. Je crois que c'est une vision qu'il exprime, parce que tout le monde doit admettre une chose. Depuis la mort du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, nous avons fait trop de place aux querelles, inutiles d'ailleurs. Le chef de l'État lui-même, un homme visionnaire, a pris la pleine mesure de ce que le peuple ivoirien aspire à une chose fondamentale, la paix. La paix, la réconciliation. Il nous fait l'insigne honneur de nous confier la mise en œuvre de cette vision à travers ce département ministériel. J'estime d'abord avec mes collaborateurs qu'une telle mission, si nous voulons vraiment la réussir, cela requiert une mobilisation de toutes les forces vives de la nation. Nous avons donc commencé en Côte d'Ivoire, ici, au pays. Dans un premier temps, nous sommes arrivés dans un contexte que tout le monde connaît, un contexte de grande crispation. Oui, il fallait d'abord aller tout de suite à la décrispation par des actes concrets. Une fois que cela est fait, qu'on a posé donc des actes concrets allant dans le sens de la décrispation, nous nous mettons ensuite à l'écoute du peuple pour récolter, pour obtenir de lui ce que lui-même, peuple, met comme contenu dans la réconciliation. Vous vous souvenez, le retour du président Laurent Gbagbo. Le 17 juin. Le 17 juin. Ce que cela a bien pu apporter au climat social. La paix. Presque quasiment tous les exilés sont rentrés en Côte d'Ivoire. Sur 300 000 au départ, en 2011, à peu près 296 000 sont rentrés au pays. Nous avons donc commencé à faire tomber la fièvre, la décrispation, et nous nous mettons donc à l'écoute des Ivoiriens pour recueillir leurs avis. Nous avons rencontré d'abord les chefs traditionnels, ensuite tous les corps constitués, mobiliser toute la classe politique, les partis politiques, les institutions. Par le passé, les Ivoiriens n'étaient pas habitués à sortir de leur pays. Mais aujourd'hui, ils sont plus d'1 million qui vivent au-delà de nos frontières. 1 million, c'est quand même pas insignifiant. Nous estimons que cette diaspora, comme c'est comme ça qu'on les appelle, ces Ivoiriens sont importants d'abord aux yeux du chef de l'État et aux yeux du gouvernement ivoirien. Il faut donc les impliquer dans le processus qui est en cours et qui a démarré au pays. Nous sommes allés en France, où se trouve donc le gros lot, le grand contingent d'Ivoiriens, dans un premier temps, pour les éclairer sur les initiatives qui sont prises en Côte d'Ivoire, les sensibiliser afin qu'ils y adhèrent
et nous mettre à leur écoute pour recueillir justement leurs avis, leurs suggestions. Nous sommes donc allés en France et je voudrais rendre encore un hommage au chef de l'État qui a rendu tout ça possible, non sans oublier de féliciter tous les acteurs en France, sur place, à commencer par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, M. Badama Maurice, qui ont œuvré ou travaillé au succès de cette manifestation. Que dire? J'ai trouvé des Ivoiriens qui m'ont donné le sentiment qu'ils avaient eux-mêmes soif de revivre ensemble. Tous ces artistes qui ont emporté avec eux une partie de notre culture depuis une douzaine d'années. Nous sommes allés en France. Justement, en parlant des artistes, vous avez rencontré Gadji Sely, Oui. François Kensi, Oui. Abou Gallier, et ils vous ont rassuré de leur adhésion à votre mission. Dites-nous, comment cela a été possible? Comment ça a été possible pour vous d'avoir leur adhésion? D'abord, nous sommes frères. Nous avons toujours été frères. Donc, il n'y a pas de difficulté majeure pour qu'on se rencontre. J'ai tout simplement appelé nos frères en question pour leur dire que le ministre de la Réconciliation est dans leur mur et qu'ils souhaitent les rencontrer. Ils sont venus nous écouter. Nous avons échangé en toute fraternité. Nous sommes mis d'accord sur la nécessité, n'est-ce pas, que tous nous nous retrouvons. Donc maintenant, sur le sol ivoirien, la Côte d'Ivoire, c'est notre mère commune. Elle nous a tout donné. En retour, là, nous devons donner quelque chose à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire attend de nous qu'on lui donne la paix, la stabilité, que tous, qu'on revienne au pays et qu'on contribue tous à rebâtir cette paix indispensable à tout, au développement en tout cas, de notre pays. Ils reviennent quand? Ils reviennent dans pas longtemps. Je peux vous dire que le principe est acquis. Dans 2 mois. Reste à regarder. Dans 2 mois, 1 mois. On n'est pas pressé pour ça. Mais je peux vous dire que ce n'est pas pressé. Ce sont eux qui ne sont pas pressés ou c'est l'État de Côte d'Ivoire qui n'est pas pressé? Ça suppose que nous prenons quelques dispositions, bien entendu. Lesquelles? Il y a quelques réglages à faire pour qu'ils rentrent au pays dans de bonnes conditions. C'est pour cela que je suis revenu. Laissez-moi d'abord rendre compte à ma hiérarchie et qu'ensuite tout se prépare. Monsieur le ministre, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? C'est quoi leurs craintes? Ils ont peur de quoi? Et puis ils ne reviennent pas. Ils n'ont pas de crainte. Ils ont quitté le pays dans des conditions que je ne veux pas rappeler, tout le monde sait. Évidemment, quand ils doivent revenir, ça suppose qu'on prenne quelques dispositions pour eux. Voilà. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a eu des craintes de boycott ou d'échec de votre mission à Paris? Naturellement. Je vous ai dit que nous sommes arrivés dans un contexte de tension. Tout le monde ne va pas à la réconciliation au même rythme. Donc, de ce point de vue-là, c'est pour cela que nous n'hésitons pas à aller au contact des Ivoiriens pour leur parler. Il faut qu'on échange pour qu'on brise donc les murs de méfiance, toutes ces barrières qu'on a érigées nous-mêmes pour nous éloigner les uns des autres. Et puis avec les suspicions légitimes ou illégitimes qu'on installe dans l'opinion, tout ça, il faut qu'on se parle. Quelques Ivoiriens qui ne comprenaient pas trop certaines situations avaient eu l'intention de... Mais à force de nous parler, ça s'est bien passé. Très bien passé. Il faut qu'on se parle pour qu'on se comprenne. Alors, c'est quelques Ivoiriens qui ne voulaient pas. Vous les comprenez? Vous comprenez leur action, leur attitude? Mais bien entendu, je comprends tout le monde. L'objectif recherché, c'est qu'on se convainc tous mutuellement qu'on n'a pas d'autre choix que d'être ensemble. Alors maintenant que vous êtes rentré au pays, est-ce que vous avez l'impression que l'objectif a été atteint? Si je m'en tiens à ce qui me revient, oui, je pense qu'il a été atteint, nous devons le poursuivre. Qu'est-ce qui vous revient? Oui, ils sont heureux. Les Ivoiriens sont heureux. Ce sont eux qui Ensuite, disent... ils ont fait des propositions pertinentes dont on va tenir compte. Regardez eux-mêmes, comme vous parlez de propositions pertinentes. Lesquelles? C'est des choses que vous savez déjà. Vous pouvez les rappeler? Mais ce n'est pas le moment. Juste un tout peu? Ce n'est pas le moment. D'accord. Donc l'objectif a été atteint pour vous? Bien entendu, sauf si vous voyez autre chose. Non, je ne vois pas autre chose. Voilà. Alors, monsieur le ministre, le thème c'était la réconciliation nationale, acquis, défis et perspectives du processus de réconciliation. De quel acquis parlez-vous exactement quand vous parlez? Il y a 17 mois ou 1 an. Vous étiez dans ce pays, non? Oui. C'était quoi le climat social? C'était tendu un peu. C'était tendu. 17 mois plus tard, qu'est-ce qu'il est devenu le climat social? Je vous laisse vous-même me donner votre appréciation. Monsieur le ministre, je vous laisse répondre. C'est un débat, on échange. Vous avez la possibilité de répondre. La réconciliation, ce n'est pas de la matière qui est visible par le peuple qu'on peut la toucher.
Je ne suis pas ministre de l'école de l'enseignement pour dire que j'ai bâti des écoles primaires, des écoles d'enseignement, non. Je ne suis pas ministre des ponts et chaussées pour dire que j'ai bâti des ponts, non. Je ne suis pas ministre de la santé pour dire que j'ai bâti des CHU, non. Je suis ministre de la réconciliation. C'est quoi le baromètre? Justement, je vous pose cette question. C'est l'atmosphère ambiante du pays. Aujourd'hui, on respire un air et quand le chef de l'État prend la parole en public, il commence par une phrase qui doit vous rassurer. La paix est revenue, la Côte d'Ivoire est en paix. Et cette paix profite à tout le monde. C'est grâce à cette paix qu'on peut bâtir. C'est grâce à cette paix que les bailleurs de fonds, tous ceux qui ont de l'argent à investir peuvent venir en Côte d'Ivoire parce qu'ils vont investir de l'argent pour créer de l'emploi. C'est une paix indispensable au progrès du pays. Et je pense qu'en 17 mois, on a fait beaucoup de progrès sur le chemin de la réconciliation. Il y a 17 mois, ce n'était pas évident. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est arrivé. Il va qu'à ses occupations. Il anime son parti. Et tout se passe bien pour l'instant. Laurent Gbagbo est arrivé. Oui. Il y a encore une grosse figure politique de ce pays qui est hors de la Côte d'Ivoire, Soro Guillaume. La réconciliation, je vous mets à l'aide tout de suite. Le chef de l'État l'a signifié. Nous la voulons inclusive. Mais pour aller à la réconciliation, il faut qu'il y ait deux volontés qui soient disposées à aller à la réconciliation. Le chef de l'État, vous m'écoutez très bien, le chef de l'État a affiché au grand jour et à la face du monde sa volonté ferme de conduire son peuple à la réconciliation. Sur cette base, pour y parvenir, il a tendu la main à tous ces ex-belligérants. Tous ceux qui ont saisi la main tendue du chef de l'État sont au pays. Ils se rencontrent et ils se parlent. La main du chef de l'État reste toujours tendue. Tous ceux qui veulent la paix, donc à la saisir. Soro Guillaume n'a pas la volonté? Je ne juge personne. Et je vous ai dit que c'est un processus, chacun y va à son rythme. Mais ce qui est certain, et je peux rassurer tout le monde là-dessus, c'est que le chef de l'État a déjà exprimé sa volonté et il a tendu sa main, il ne trie pas. Ce n'est pas une réconciliation à une vitesse à géométrie variable. Non, il dit qu'il la veut inclusive. Elle est inclusive, elle sera inclusive, à condition que tout le monde soit d'accord d'y aller. Mais là, on ne peut pas, malheureusement pas obliger quelqu'un à aller à la paix. Monsieur le ministre, le président veut cette réconciliation inclusive. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment inclusif? Mais j'y travaille au quotidien. J'y travaille au quotidien. La question ne se pose pas. Il y a encore des Ivoiriens hors de ce pays. Ben, tous ceux qui expriment le désir de rentrer rentrent au pays. Malheureusement, on ne force personne à rentrer au pays. C'est du domaine de la liberté. Et le chef de l'État ne peut forcer personne à rentrer au pays. Nous créons les conditions pour que la Côte d'Ivoire soit un pays où il fait bon vivre. La preuve, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés vient décréter hier seulement qu'il met fin au statut de réfugié pour retirer la Côte d'Ivoire des pays à risque. C'est-à-dire que le gouvernement ivoirien fait sa part, crée les conditions intérieures, bien sûr, quand je parle d'intérieur du pays, pour que justement plus personne n'ait rien à craindre au plan sécuritaire, au plan social. Eh bien, les conditions sont réunies pour que chaque Ivoirien regagne son pays. Alors, vous avez parlé de la décision du Haut Commissariat de mettre fin au statut de réfugié des Ivoiriens. Cette décision est un peu jugée précipitée par certains Ivoiriens qui estiment que des questions liées à leur retour ne sont pas encore traitées, notamment la question de l'emploi, la question de la sécurité physique. Ce sont des craintes légitimes, n'est-ce pas? Nous sommes 30 millions d'Ivoiriens. La question de l'emploi se pose à chaque citoyen de la même façon. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi du fait de la crise. Si ces personnes reviennent, comment elles vont faire? Tous ceux qui sont revenus pour l'instant ont réintégré. Pour la plupart, et le processus est en cours. Demandez à Damanan Pika s'il est au chômage. Demandez à Kodé Katina s'il est au chômage. Demandez aux uns et aux autres, au fur et à mesure que les gens rentrent. Bogassako, demandez s'il est au chômage. Ce sont les grosses figures de la politique en Côte d'Ivoire. Au fur et à mesure que les gens rentrent. Il y a des gens qui étaient au quartier, qui ont manifesté leur soutien au président Laurent Gbagbo, qui ont perdu leur emploi, tout ceci. S'ils reviennent, il faut comment? Tous ceux qui travaillaient avant de partir, quand ils rentrent au pays, ils s'adressent justement à leur ministère d'origine, d'origine, et puis leurs cas sont réglés. C'est réglé. Dans notre ministère ici, je peux vous donner des cas de personnes qui jusque-là, dès qu'elles sont rentrées, on les a intégrées ici. Donnez-nous ces cas-là. Il y a le professeur Seribaï, par exemple, et bien d'autres. Voilà. Je vous dis en toute transparence, le processus est engagé. Et il est irréversible. Il n'y a plus de raison d'avoir peur de venir en Côte d'Ivoire.
D'accord. Monsieur le ministre, après Paris, quelles sont vos prochaines destinations pour votre mission de réconciliation? Après Paris, nous mettons le cap sur la Grande-Bretagne. Pour être précis, nous serons donc à Londres le 9 juillet, je pense. Après Londres, ce sera sans doute les États-Unis. Après, ce sera sans doute l'Allemagne. Le Portugal attend également. Les Ivoiriens partout se manifestent et manifestent le désir de participer au processus. Vous voyez, comme je vous dis, que nous sommes sur le bon chemin. Ce sera le même message? Bien entendu, c'est le même objectif, le même Ivoirien. Il n'y a pas de message pour chaque Ivoirien en fonction de sa position géographique. Est-ce que le président et le Premier ministre soutiennent votre action? Naturellement. C'est-à-dire, expliquez-nous un peu. Naturellement, en quelle langue voulez-vous que je le dise autrement? Le premier des Ivoiriens qui est chargé de réconcilier, c'est le chef d'État lui-même. Je ne suis qu'un instrument qui l'accompagne. Donc le président, je suis à sa disposition pour traduire justement en actes concrets sa vision en matière de réconciliation. Alors, monsieur le ministre, pour une certaine opinion, pourquoi aller vers la diaspora pour parler de réconciliation quand on sait que l'œuvre de réconciliation ici en Côte d'Ivoire n'est pas encore achevée? Mais attendez, est-ce qu'il faut d'abord achever l'œuvre ici avant d'écouter les autres? Je vous ai dit d'entrée de jeu que pour nous, nous plaçons les Ivoiriens tous sur le même pied d'égalité. Nous avons besoin de l'avis de tout le monde. Si on prend l'avis de ceux qui sont restés au pays, on prend aussi l'avis de ceux qui sont à l'étranger. C'est tout ça mis en commun qui nous donne quelque chose de consistant. Et puis nous allons à la réconciliation. Mais en tout cas, au plan interne, eh bien, le travail se fait. Même si ce n'est pas encore achevé. Mais bien sûr. D'accord. Est-ce que le ministre Kwadjo Konabertin a les moyens de sa politique? Bien entendu. On dit que votre budget est l'un des plus bas de ce gouvernement. Et pour certaines personnes, c'est un manque de volonté du gouvernement d'aller à la réconciliation. Alors laissez-moi vous dire franchement, et là je suis sérieux, le meilleur budget à ce poste, c'est la confiance du chef de l'État. C'est le meilleur budget. Le budget le plus sûr à ce poste pour atteindre des résultats, c'est la confiance du chef de l'État. Avant moi, on avait déjà entrepris. Oui, la confiance du chef de l'État. Est-ce que ça suffit? Laissez-moi vous dire. Avant moi, la réconciliation a existé. Vous savez tous les résultats. Je pense que le meilleur budget à ce poste, c'est la confiance du chef de l'État. Et j'ai la confiance du chef de l'État. Est-ce que la confiance suffit? C'est déjà quelque chose de fondamental, avoir la confiance du chef de l'État en la matière. Elle devrait être accompagnée de moyens financiers très importants parce que votre mission elle est colossale. Réconcilier des gens qui se sont frappés, on va le dire, pendant un moment, ça demande quand même beaucoup de moyens, n'est-ce pas, monsieur le ministre? Pour l'instant, nous sommes au travail, non? Oui, vous travaillez, mais est-ce que les moyens pour travailler sont suffisants? Mais est-ce qu'on n'est pas au travail? Vous travaillez. Mais bien sûr. Mais les moyens, si on travaille, c'est parce que les moyens suivent. Alors, monsieur le ministre, quel est aujourd'hui le plus gros obstacle du ministre Kwadjo Konabertin dans sa mission de réconciliation? Alors, est-ce qu'on peut l'appeler ainsi? C'est comment réussir à amener tous les Ivoiriens à afficher une volonté commune d'aller tous à la paix et de regarder dans la même direction. Quand on aura atteint ce niveau d'engagement du peuple de Côte d'Ivoire, alors je peux vous dire qu'il n'y a plus d'obstacles. Pour l'heure, je dois reconnaître qu'une grande majorité d'Ivoiriens affichent cette volonté d'y aller. Il y a quelques postes de résistance qui peuvent constituer comme une sorte d'obstacle, mais qu'on s'emploie à lever d'ici là. Parce que notre conviction, c'est qu'on n'a pas d'autre alternative, on n'a pas d'autre choix que d'aller à la paix. Monsieur le ministre, il y a une rencontre qui est prévue entre le président Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo et Henri Konan-Bédié. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la date de cette rencontre? Il faut que je précise que ça a été une recommandation du dialogue, une des recommandations du dialogue politique. Mais après, le président Laurent Gbagbo, le président Henri Konan-Bédié et le chef de l'État, le président en exercice, le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, ils se parlent. Ils se disent quoi? Ce n'est pas... enfin... Posez-moi des questions pertinentes. Ils se disent quoi, monsieur le ministre? Alors, déjà que
Le président Gbagbo et le président Ouattara se sont rencontrés, vous n'étiez pas dans ce pays, vous n'avez pas vu la rencontre? Vous n'étiez pas là? Bon. Quand le président Gbagbo sortait d'audience, il a dit qu'il a échangé en toute fraternité avec le président de la République. Ce sont autant de choses qui concourent à décrisper l'atmosphère, à nous remettre à reconstruire la confiance. Parce que ce qu'on doit reconquérir, c'est la confiance perdue entre les acteurs. Le président Bédié et le président Gbagbo se rencontrent tous les jours, ils se parlent. Le président Bédié et le président Ouattara se parlent. Récemment, vous avez vu, nous en Afrique, en Côte d'Ivoire singulièrement, on dit que c'est aux funérailles, aux obsèques qu'on règle les problèmes. Autour des obsèques du président, du grand frère du président Bédié, vous avez vu cette chaîne de solidarité qui s'est manifestée autour de ces obsèques, à commencer par le chef de l'État lui-même qui a donné l'exemple. Pour vous dire quoi? La classe politique ivoirienne a compris le chemin, le seul, le vrai, c'est celui de la paix. Et il faut que nous, on leur emboîte le pas. C'est le message que le ministre de la Réconciliation passe à l'ensemble des Ivoiriens. Il faut leur emboîter le pas. Il faut les suivre dans cette volonté qu'ils affichent au quotidien, tous les trois, d'aller à la paix. Pour le reste, là, ils vont se rencontrer. Est-ce que ça ne serait pas une rencontre de trop? Mais pourquoi voulez-vous qu'il soit là? Pourquoi vous êtes pessimiste? Je ne suis pas pessimiste, monsieur le ministre. C'est une question que je vous pose. Vous avez l'occasion de nous éclairer sur cette question. C'est votre mission. Je rassure que ce ne sera pas une rencontre de trop. Au regard des actes que pose le chef de l'État, empreint de sincérité que j'observe, je peux rassurer les Ivoiriens qu'ils ne sont pas dans une comédie. Ce ne sera pas une rencontre de trop, bien au contraire. Sauf si on n'a pas encore le sentiment qu'on est fatigué de faire trop de palabres. Or, le sentiment qui s'affiche au grand jour là, devant tout le monde, c'est que les Ivoiriens veulent aller à la paix. D'accord. Monsieur le ministre, on vous a bien compris, on va progresser dans les échanges. Monsieur le ministre, en 2023, on aura les élections locales en Côte d'Ivoire et on le sait, ici en Côte d'Ivoire, généralement, les élections sont accompagnées de violences. Est-ce que vous ne craignez pas pour 2023 que vos efforts disparaissent? Alors, vous dites que les élections en Côte d'Ivoire, on le sait, s'accompagnent généralement. Oui, dans un passé récent, c'était une vérité. Mais il me semble quand même que les dernières élections municipales, elles ont été, non, législatives, ont été inclusives. D'ailleurs, je vais vous dire, parce que moi aussi, je suis un acteur. Il y a eu aussi des tensions quelque part. Laissez-moi vous parler. Depuis la mort du président Houphouët, je ne dis pas depuis la crise de 2010, depuis la mort du président Houphouët, c'est la première fois qu'une élection législative rassemble tous les acteurs. Et tout le monde y participe. Ça a été l'élection la plus inclusive depuis la mort du président Houphouët. Je peux vous faire l'histoire, on n'en finira pas aujourd'hui. Et elle s'est passée dans le calme, de façon apaisée. Je crois que c'est un repère. Après, il y a le dialogue politique. Vous avez vu que tous les acteurs ont signé le rapport final. Tout près de nous, avant-hier, tous les partis politiques se sont mis d'accord pour dire Adama Bitogo est le président de l'Assemblée nationale. Là où d'autres auraient pu avoir des candidats. Il y a une dynamique qui s'est amorcée. Il faut que les gens y croient. C'est une dynamique. Et il est heureux que ce soit la classe politique, depuis le sommet, qui donne l'exemple. Comme pour dire au peuple, emboîtez-nous le pas, suivez-nous. Nous sommes dans une dynamique, mais irréversible. Notre souhait, c'est qu'à la face du monde, à ces élections-là, nous consolidions cela. Pour dire que, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, Oufou était un génie. Dit-on, oui, mais en chaque Ivoirien se trouve ce génie-là. Et ce génie doit maintenant se manifester au grand jour. Mon souhait, c'est que ce soit le couronnement de tout ce que je viens de dire là, que lors de ces élections, il n'y ait pas de tension, qu'il n'y ait pas d'agressivité, qu'il n'y ait pas de mort. Et je pense que les Ivoiriens sont prêts à faire cette démonstration à la face du monde. Alors, vous avez parlé de la classe politique, ça me permet de vous relancer. L'ex-leader de la galaxie patriotique, Charles Blé Goudé, a dit que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est la classe politique. C'est un avis que vous partagez? Ça, c'est l'avis de Charles Blé Goudé. Et votre avis, c'est lequel? Mon avis, c'est qu'on doit aller à la réconciliation. Mon avis, c'est qu'on doit aller à la paix. Vous voyez, aujourd'hui, je consacre tout à ça. Mon avis, je n'ai pas d'autre avis à donner sur aucun autre sujet. Le seul sujet qui vaut pour moi, c'est la paix, la réconciliation. Monsieur le ministre, il se dit que le ministre Kakabe ne travaille pas. Ah ouais? Ça veut dire quoi, ne travaille pas?
le ministre Kakabe ne fait pas assez d'efforts pour réconcilier les Ivoiriens, pour l'opinion, une certaine opinion. Vous n'êtes pas encore arrivé là où on vous attend. Peut-être que les Ivoiriens sont exigeants. Ils ont le droit, n'est-ce pas? Oui, c'est leur droit. Je leur reconnais ce droit d'être exigeant. Mais quand on a passé 30 ans à se battre, il ne faut pas s'imaginer qu'en une semaine, eh bien, tout ça va prendre fin. Nous sommes sur le chemin. Et je crois que je laisse l'ensemble du peuple juger. Vous savez, Houphouët disait une chose, l'homme a 3 juges. Le peuple, sa conscience et Dieu. Le jugement de Dieu, il n'y a pas de témoin. C'est entre Dieu et chacun d'entre nous. Ma conscience, je sais si je travaille ou pas. Le jugement du peuple, je laisse ça au peuple. Ce qui est important, voilà, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. J'observe qu'il y a 17 mois, on se méfiait les uns des autres. Moi, il y a 17 mois, quand je voyage, très souvent, je voyage la nuit. À partir de 18 h, l'autoroute du Nord, il n'y a plus de voitures. Désormais, jusqu'à minuit, il y a un embouteillage jusqu'à Yamoussoukro. Les Ivoiriens n'ont plus peur de voyager la nuit. La vie revient. Nous devons faire en sorte que demain, le stade Félix Houphouët-Boigny abrite à nouveau des grands derbies à Sec Africa, comme on l'a vécu quand on avait 18 ans, nous autres. Voici le baromètre pour Dieu. C'est ça, notre engagement. Mais après, je laisse au peuple son jugement. D'accord. Merci, monsieur le ministre. Nous sommes à la fin de cet entretien. Un dernier message, un message de réconciliation à l'endroit de toute la Côte d'Ivoire. J'allais oublier. Mon premier juge, là, c'est le chef de l'État. Celui qui m'a nommé là, c'est lui qui me juge. On imagine qu'il est satisfait de vous. Il y a eu un remaniement, il m'a reconduit. Oui. Voilà. Donc, ça prouve que vous travaillez? Je suis au travail. Je suis au travail. Alors, la dernière question? Oui, un message de paix, de réconciliation à l'endroit de toute la Côte d'Ivoire. Je dis aux Ivoiriens, et au risque de me répéter, le président Houphouët-Boigny aimait dire que eux, dévanciers, ont tracé les sillons. Que c'est à nous, les enfants et petits-enfants, d'élargir ces sillons. Nous n'avons pas le droit de les rétrécir, ces sillons. Le même aimait dire que chaque génération a le devoir de léguer aux plus jeunes plus qu'elle n'a obtenu de ses anciens. Nous avons obtenu de nos dévanciers une Côte d'Ivoire solide, debout, qui avait fière allure. Nous avons le devoir de laisser plus que cela à nos enfants. Cela ne peut pas être possible tant qu'on ne reconquiert pas la paix, la réconciliation, la concorde nationale. Je dis aux Ivoiriens, la paix s'impose à nous. Battons-nous contre la violence. Battons-nous pour la paix, pour la consolider. Eh bien, elle profite à tous. Encore une fois, au nom du gouvernement, je leur dis, la volonté, la détermination, l'engagement du chef de l'État à conduire son peuple à cette paix, que personne n'en doute, et que tout le monde s'y engage, les uns après les autres, bien entendu. On va y aller peut-être doucement, mais sûrement, la Côte d'Ivoire doit renouer avec ce que j'appelle son destin. C'est une terre d'accueil, terre d'hospitalité, pays stable. Voilà le destin de la Côte d'Ivoire. Et sur ça, je fais confiance au peuple de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Merci d'avoir fait confiance à l'Intelligent TV en acceptant de nous accorder cet entretien. Merci infiniment à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission et puis très bonne suite de nos programmes et à très bientôt. Au revoir. Merci.